Bon matin, je vous souhaite la bienvenue au webinaire que Pascal Jolin va faire. Alors, de la façon qu'on veut fonctionner ce matin, on a plusieurs sujets à aborder, en fait 5 sujets. Après chacun des sujets, je vais intervenir pour voir s'il y a des choses que je désire ajouter ou s'il y a des choses. Pascal Jolin, bon, vous savez, ça fait quelques ans, il y en a parmi vous qui avez participé à ceux que j'ai déjà fait. Pascal Jolin, c'est son premier, donc on va essayer d'être indulgent. C'est pas toujours évident pour ceux qui en ont fait des webinaires, c'est pas toujours évident quand on n'a pas d'interaction. De la façon qu'on va fonctionner aussi, c'est que je vais être la personne qui va gérer les questions. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous avez un panneau qui vous permet de poser des questions. Je vais y répondre dans la mesure du possible ou je vais vous dire qu'on va y répondre à la fin complètement si c'est des questions qui sont plus s'adressent davantage à Pascal Jolin. Donc, sur ce, je vous laisse la parole à Pascal. Donc, bonjour. Comme Pascal disait, on a plusieurs sujets à couvrir ce matin. Notre intérêt aujourd'hui, c'est de regarder les nouvelles technologies qu'on a développées dans les derniers mois, dans la dernière année, pour vous faciliter à gérer des relations plus avancées avec votre clientèle. Notre premier sujet, aujourd'hui, c'est la préparation de messages. On a focusé sur deux choses dans la préparation de messages. La première, c'est la facilité. Évidemment, vous avez souvent des utilisateurs qui ne sont pas nécessairement des utilisateurs très techniques qui ont besoin de faire la production de vos messages. Alors, en fonction de ça, on vous a créé un nouvel éditeur de messages qui vous permet de créer des messages qui s'utilisent d'une façon entièrement drag and drop, c'est-à-dire entièrement automatique. Excusez-moi, ça va bien. Je pense qu'à cause de la présentation, le truc n'accepte pas mon entrée clavier. Ce sera pas bien, ce sera pas bien long. On recommence. Je vais parler pendant ce temps-là de toute façon. Donc, notre premier mode de message, la création de messages simplifiée par un module drag and drop. La création de messages drag and drop, dans le fond, c'est un système, voilà, on est revenu. C'est un système qui vous permet de faire des messages en n'ayant aucune expertise HTML, aucune expertise, dans le fond, de programmation de messages. Alors, ce que vous allez avoir en place, c'est un message qui vous permet, en utilisant des blocs où les zones d'édition sont très contrôlées, de produire le contenu de votre message, tout simplement en ajoutant directement le contenu à partir d'une série de blocs, d'une série de fonctionnalités qui vous sont offertes. On vous fournit d'avance un modèle de message drag and drop qui inclut plein de fonctionnalités qui s'adaptent très facilement, dans le fond, à peu près toutes sortes de besoins. Un premier exemple ici, par exemple, je donne l'exemple d'un bloc que j'ajoute à mon message, que je glisse n'importe où dans mon message, ici par exemple, qui est un bloc qui me permet d'ajouter, dans le fond, qui est une section avec un titre et un contenu pour ma section. Alors, c'est aussi simple que de glisser la zone dans le message, et ensuite de ça, la zone que je viens d'ajouter, dans le fond, vous donne des sections éditables. Ici, par exemple, on peut contrôler le titre. Alors, on tape tout simplement ici, on met le titre de notre section. On applique. Ça s'ajuste tout de suite dans le message sans aucun problème. Et ensuite, par exemple, je tape dans la deuxième zone pour l'édition. Et là, j'ai accès tout simplement à un bloc de texte avec une édition WYSIWYG où tout ce que je fais ici, dans le fond, peu importe le texte que je tape, j'ai accès aux fonctionnalités habituelles qu'on voit dans un éditeur WYSIWYG, donc le contrôle de police, le contrôle de taille, de couleur et ainsi de suite. Et quand j'applique tout ça ici, mais dans le fond, ça se limite à la zone ici que je viens de créer. Donc, autrement dit, c'est impossible pour les gens qui modifient cette section-là de faire déborder le texte de la zone. C'est impossible. Par exemple, peu importe ce qu'on met là-dedans, ça ne pourra pas briser le contenu autour, ça ne pourra pas défoncer, ça ne pourra pas, dans le fond, abîmer les règles, les parties du message qui sont déjà contrôlées, par le design du modèle. Alors, on a une variété de blocs qui vous sont offerts. Je vous montrais l'exemple, par exemple, d'un texte avec un titre. On a la possibilité, par exemple, de faire du contenu avec 2 colonnes. Donc, on place ça ici, on l'insère n'importe où. Et là, ça nous donne encore une fois 2 sections en 2 colonnes. Donc, on peut faire le même genre de travail. On peut ici facilement taper nos titres individuellement pour chaque partie, taper notre contenu. Et tout ça se met en place tel quel. On a certaines options de plus en plus qui vous permettent de contrôler le visuel, qui vous permettent de contrôler l'apparence. Là, j'éditais chaque section précise du bloc, mais si je prends le bloc dans son entier et que je l'édite lui-même, on vous ajoute certaines options de plus. Par exemple, ici, j'ai un titre, je peux, pour le titre, avoir certaines options de style. Donc, par exemple, si je voulais que mon titre soit sur un fond bleu avec du texte de couleur blanche, ça se fait aussi simplement qu'en choisissant les couleurs ici. Même principe, étant donné que
mon bloc a une zone de texte, mais pour mon contenu lui-même, qui était entré ici, j'ai aussi la capacité ici d'aller donner des options pour le style de contenu. Alors ici, les options qu'on vous a offertes, c'est encore une fois une couleur de fond pour la zone de contenu, la capacité d'y mettre une bordure, de choisir la couleur de sa bordure. Alors ici, par exemple, je peux, juste pour vous montrer, c'est sûr que je suis en train de faire un beau petit sapin de Noël, là, mais dans le fond, vous pouvez, dans le fond, personnaliser le contenu de visuel. De la façon que ça fonctionne, dans le fond, c'est que ces options-là sont toujours faites d'une façon commune. Alors, peu importe quel type de bloc vous ajoutez, vous allez toujours retrouver le même genre d'options. Je vais par exemple ajouter une zone ici qui est faite pour prendre une image. Alors ici, j'ai ma zone qui s'ajoute. Tout ce qui me reste à faire ici, c'est lui placer une image, lui placer son contenu, puis je vais avoir le même genre d'options. Pour placer mon image, vous avez accès à une librairie d'images hébergées que vous pouvez uploader des mêmes façons qu'à l'habitude. Donc, par exemple, si je me choisis une image ici, une image simple, je la prends, je la glisse sur ma zone pour placer une image. Mon image s'ajoute à ma zone et il me reste ensuite, après ça, à taper mon texte, fournir mon contenu pour créer ma zone. Alors, les choses vont s'ajuster automatiquement. Dans le fond, le texte et l'image vont se balancer automatiquement. Puis vous avez encore une fois certaines options sur le bloc globalement qui vous sont offertes. Cette fois-là, puisque vous avez une image, vous allez avoir certaines options pour l'image, donc la capacité, par exemple, de mettre un texte alternatif, de choisir comment l'image s'aligne, par exemple à gauche ou à droite, si vous voulez que votre image soit placée de l'autre côté dans le bloc. Donc, ça vous donne, à l'intérieur de certains blocs, certaines alternatives pour contrôler visuellement la disposition de tout ça. Alors, on vous fournit une série de blocs qui inclut, par exemple, une variété de choses du style les outils pour faire des liens vers vos médias sociaux, des séparateurs de toutes sortes, des contenus qui mélangent images et textes et tout ça. On a aussi une couple de choses spéciales ici. La première que j'aimerais vous montrer, c'est notre contenu dynamique. Étant donné que ça prend un petit peu plus de gestion à faire, je vais vous en montrer un qui est déjà fait ici. Ce que vous avez ici, je vous présente la façon que ça s'est dit. Ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est un panneau où j'ai défini plusieurs bannières avec des règles qui vont déterminer dans quelle situation les bannières sont affichées. Alors ici, par exemple, j'ai une bannière pour dire que c'est la bannière qu'on va présenter pour les contacts dont le sexe est égal à F, alors que j'ai une seconde bannière pour les contacts dont le sexe est égal à M, donc pour masculin. On a choisi, dans ce cas-ci, on pourrait avoir un contenu par défaut. Dans ce cas-ci, on a choisi qu'on n'aurait pas de bannière ou pas de contenu par défaut. Ce qui veut dire ici, dans le fond, que si ma fiche contact n'inclut pas de sexe, je vais juste ne pas mettre cette bannière-là, histoire de ne pas nécessairement mettre la mauvaise bannière. Alors, ces items-là, ce que ça va donner, vous voyez ici, dans le fond, toutes les bannières qui ont été entrées, mais la réalité, ensuite, c'est que quand votre message va se transmettre, on va passer en mode prévisualisation maintenant, quand vous faites la prévisualisation de votre message, ce que vous allez voir, c'est qu'il va y avoir seulement une des bannières qui apparaît. Présentement, par exemple, si je choisis certains contacts, vous voyez ici un contact, son sexe est égal à M, alors que ici, dans le fond, ma bannière s'alterne. Donc, sans nécessairement avoir besoin, encore une fois, de programmation HTML, de conditions tapées dans du code, des choses comme ça. Ce qui se passe, la personne a tout simplement choisi les bannières qu'elle voulait, les conditions pour les appliquer, et ça prend sa place. La deuxième partie que je voudrais vous montrer pour ce processus d'édition-là, c'est qu'on vous a aussi offert des options qui vous permettent de gérer et de travailler avec des bases de données de contenu. Qu'est-ce qu'une base de données de contenu? Dans le fond, c'est une liste de contenus que vous pouvez créer qui vous permet de le réutiliser. Ça peut se réutiliser, par exemple, dans un microsite, dans un message, dans des messages subséquents. C'est du contenu qui est préparé d'avance, dans le fond, et que les gens n'ont qu'à disposer directement. Alors, on a ici, par exemple, on a créé un exemple ici avec une base de données de produits. J'ai une série de produits ici qui ont été définis. Si je veux, ici on a simplement pris une série de vêtements sur un site, j'ai la capacité d'en créer des nouveaux ici, donc en fournissant l'information nécessaire pour définir mon produit. Et ensuite, on a deux types de blocs ici qui sont disponibles pour afficher un produit ou deux produits. Je prends mon bloc un produit, je le place ici. Alors, mon bloc est là, il est en place, il est prêt à recevoir un produit. Et tout ce qui me reste à faire ici, c'est prendre mon produit, le glisser. Et tout le reste du layout se fait automatiquement. Si je fais la même chose avec un bloc de produits, je le prends ici, tout ce que j'ai à faire, c'est placer individuellement mes deux produits. Si je me rends compte accidentellement que je n'ai pas placé le bon produit, c'est aussi simple que d'en prendre un autre, venir le placer par-dessus, d'en prendre un autre, venir le placer par-dessus, et on y va comme ça, on gère nos produits. Alors, ce type de message-là, c'est des messages qui sont disponibles en tant que modèle préétabli. Vous avez accès à ça ici dans la gestion des modèles de messages, dans la mécanique importer des modèles. Vous avez ici celui que j'ai pris ici. Dans le fond, c'est le message, le modèle glisser-déposer de base. Alors, vous prenez ça, vous sélectionnez, vous importez et vous avez accès immédiatement à ça dans vos modèles de messages. Ça va apparaître dans vos modèles. Vous allez avoir accès tout simplement à modifier le modèle. Donc, vous pouvez lui mettre du contenu, des textes, des configurations de base et tous les messages qui vont être créés à partir de ce modèle-là par la suite vont utiliser cette mécanique-là.
Maintenant, ça, c'est notre première petite étape. Je vais passer la parole à Pascal si on a des questions ou des commentaires à ajouter sur ce point-là. Non, en fait, ce que vous pouvez voir au niveau de la création des produits, là, on a présenté une idée de produit, mais ça pourrait être un article. On a certains de nos clients qui vont faire des microsites ou plus des envois de bulletins d'information avec des articles. Donc, ça peut être des articles. Ça veut dire que ça peut être une personne à l'extérieur, ça peut être une personne qui est différente qui va aller à ce moment-là créer les articles versus celle qui va le positionner. On avait juste une question par rapport au gabarit personnalisé, mais je pense qu'à la fin, complètement, quand on a présenté la possibilité d'importer un modèle de message avec la possibilité de le modifier, c'est sûr que si vous utilisez le modèle, il y a certains blocs de contenu, il y a certaines choses que vous voyez que vous avez besoin. On peut aussi les adapter. Ce que Pascal aussi va présenter, c'est qu'on a fait par défaut dans le modèle, par défaut, on a le header, dans le haut de page qui présente la version web et le bas de page qui présente vos coordonnées, votre politique de confidentialité. Ça, c'est par défaut, c'est mis là. Vous pouvez décider de mettre le texte que vous voulez, mais par défaut, on vous a quand même créé la possibilité de rendre ces choses-là automatiques pour ne pas oublier, justement, on a toutes mis les options qui devraient y être, c'est-à-dire les coordonnées, la politique, comment communiquer avec vous, le lien de désabonnement, la version web, et également, souvent, vous allez voir un petit texte en haut à droite maintenant des messages, en haut à gauche, c'est-à-dire des messages, c'est le texte qui est vu finalement dans les mobiles. Donc, le modèle, j'ai une autre question qui vient d'arriver. Il y a le modèle qui est actuellement, je pense qu'il est en cours. Je ne sais pas si le modèle a été updaté avec la version responsive, mais le modèle est en cours pour faire un modèle responsive. Alors, quelqu'un demande, Pascal, si tu peux refaire le chemin pour importer un modèle. Bien sûr, c'est très simple. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est dans la section des modèles de messages. Vous avez un menu dans votre menu d'entête, vous avez un lien pour importer des modèles. Alors, vous avez une série de modèles qui sont offerts ici. Celui qu'on regardait, c'était le modèle glisser-déposer de base. Vous choisissez le modèle ici, vous faites importer. Il va apparaître automatiquement dans votre liste de modèles. Il va s'ajouter ici. Peut-être un tout petit dernier point sur ce sujet-là aussi. Les modèles que vous voyez là, c'est des modèles qu'on vous fournit. Maintenant, si vous avez par exemple vos spécifications, vos propres designs que vous voulez qu'on crée à partir desquels vous voulez qu'on crée des modèles drag and drop, ça peut se faire aussi. Juste deux trucs. Ben, il y a une personne qui trouve que tu parles un petit peu vite, ça on le sait d'avance, mais peut-être juste ralentir un petit peu. Et j'ai aussi une personne qui me demande si les images dynamiques sont disponibles pour les templates personnalisés. Oui, tout ce qu'on a présenté, ça peut être disponible autant dans les modèles génériques que dans les templates qui sont personnalisés sans problème. Absolument. Je sais qu'on me dit effectivement que je parle vite de temps en temps. J'essaie de ralentir. En même temps, on a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Alors, moi, j'ai pas de trouble qu'on déborde, mais on va quand même essayer de couvrir le plus de sujets possible dans l'heure dont on dispose. Mais je peux peut-être aussi rajouter une dernière chose, c'est qu'on fait un enregistrement de tous nos webinaires lorsqu'on fait un webinaire et lorsque vous recevez le sondage, vous recevez le lien pour y accéder. Donc, s'il y a des choses qu'on est passées trop rapidement, vous allez pouvoir y avoir accès. Le deuxième volet, dans le fond, je vous disais que la préparation de messages, on avait focusé sur deux choses. La première étant la facilité, donc être capable de créer des messages drag and drop facilement. On a à l'autre extrémité la capacité de créer des messages très dynamiques. Notre objectif ici, c'est de créer des messages qui vont être ajustés, qui vont avoir un contenu qui dépend du profil, qui dépend de la connaissance de vos clients, qui vont être très dynamiques, basés dans le fond sur toutes les actions passées, sur par exemple, les achats, le contenu consulté. Dans le fond, vraiment, notre objectif, c'est de créer un profil, une vision sur le client et de leur livrer du contenu qui est vraiment complètement adapté à leurs besoins. Je vous montre ici un exemple. On a un message ici qui représente, vous voyez ici, là, on est sorti du drag and drop. Là, on tombe pas mal plus dans de la programmation, dans des choses beaucoup plus complexes. Mais l'idée, c'est de faire un message qui va organiser son contenu en fonction des données qu'on connaît sur le client. On prend un exemple, notre exemple le plus simple pour ça. Imaginez, vous recevez votre bulletin, par exemple, de la presse. Vous avez votre bulletin général qui contient des nouvelles sur le sport, la politique, l'économie. Vous aimez les Canadiens, vous cliquez sur toutes les nouvelles de sport qui vous sortent. Après un certain temps, on réalise que vous n'avez pas particulièrement d'intérêt envers les nouvelles politiques. Par contre, vous êtes intéressé beaucoup au sport, puis moyennement à l'économie.
Notre intérêt à ce moment-là, c'est que quand vous allez recevoir votre bulletin le lendemain, c'est de ne pas vous présenter en premier tout le temps la nouvelle politique du jour, mais de plutôt vous présenter le contenu qui vous intéresse. Alors notre objectif ici, c'est de vous fournir un message qui, dépendamment de la personne qui le reçoit, on voit ici par exemple dans mon exemple fictif, on suppose un magasin électronique qui va vendre des laptops, des télévisions, des caméras et ainsi de suite. Alors l'idée, c'est d'avoir un bulletin qui, en fonction de qui le reçoit, va s'ajuster et va présenter son contenu en ordonnant le matériel disponible. Par exemple, on parle des promotions de la semaine. On peut avoir peut-être 100 produits en promotion, mais parmi ces 100-là, on en a peut-être juste 10, 20 qui s'appliquent à une personne en particulier. Alors, on organise nos promotions dynamiquement en fonction du destinataire, en fonction de l'information connue. Comment ça se passe dans un message? Évidemment, là, ça devient un petit peu plus de la programmation. On va voir comment tout à l'heure ça peut se marier aux éditeurs WYSIWYG et Drag and Drop. Les deux peuvent se marier ensemble. Mais ces messages-là sont construits à partir de trois choses. Tout d'abord, à partir de nos bases de données relationnelles. Ensuite, en utilisant nos systèmes d'indicateurs de scoring pour créer des scores, des profils. Puis troisièmement, en utilisant nos requêtes pour rendre toutes ces données-là disponibles dans un message pour, par programmation, justement, construire le message dynamiquement en faisant les bons ordonnages qu'on a besoin et en présentant le bon contenu dans le bon ordre. Je vais aller vous présenter, par exemple, en premier exemple, notre système de table relationnelle. Vous avez accès dans l'application à vous créer des schémas de données où vous pouvez connecter à votre profil de contact une série de tables supplémentaires où vous définissez les tables, vous les construisez de la façon que vous voulez pour stocker l'information que vous voulez. Ces tables-là peuvent être alimentées par toutes sortes de processus, par exemple par nos mécaniques d'open field conversion, par nos mécaniques e-commerce qu'on va voir un petit peu plus tard, par des imports qui viennent de vos bases de données à vous, par exemple des imports automatiques qu'on mettrait en place pour transférer de la connaissance de plus qui va nous servir à établir ce travail-là. On se sert de ces données-là pour créer un schéma, pour créer un modèle de données, et de là, tout le reste va découler. Une fois que les données sont dans notre système, peu importe les différentes sources qui ont servi à les capturer, on a un intérêt ensuite qui est, dans le fond, notre module de scoring. Ce que je vais vous montrer ici, c'est brièvement, par exemple, la notion, le design d'un indicateur de scoring qui représente, par exemple, les intérêts d'un client par type de produit. Ce qu'on voit ici, c'est un indicateur, par exemple, on a fait une très base, un premier simple calcul, où ce qu'on veut mesurer ici, par exemple, c'est le nombre de clics. On envoie notre bulletin, et à toutes les fois que quelqu'un clique sur un produit de telle ou telle catégorie, ou sur une nouvelle, sur un sujet précis, le sport, l'économie, et ainsi de suite, on veut mesurer ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un indicateur à valeur multiple, qui, pour chaque clic, va faire une comptabilisation, un compte basé par les catégories de clics. Alors, à ce moment-là, quand on définit des attributs au lien, ça se fait automatiquement par les bases de données lorsque le message est construit dynamiquement. Et chaque clic est répertorié et est associé à une catégorie de produits et on crée automatiquement les scores appropriés. On a ensuite une mécanique, parce qu'évidemment, vous imaginez que si vous cliquez sur du sport, de l'économie, et ainsi de suite, avec le temps, évidemment, vos intérêts peuvent changer. Ça peut être saisonnier aussi, par exemple, vous pouvez considérer qu'on est très intéressé par le hockey l'hiver, mais que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est intéressé par le soccer ou par le football l'été. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des indicateurs aussi qui ont des mécaniques de régression. Donc, une régression, ça va être la notion de dire, par exemple, qu'un clic est compté, mais une action est comptée, mais que dans le temps, la valeur de cette action-là va diminuer. Alors, j'ai un exemple ici sur 360 jours, mais ça peut être de n'importe quelle façon. Imaginez, par exemple, une régression sur 30 jours pour avoir seulement les intérêts récents. On prend un exemple, par exemple, de produits. Notre exemple, on utilise souvent des produits de rénovation. Si on achète de la peinture aujourd'hui, on n'en achètera pas nécessairement dans 6 mois. Notre projet est probablement fini. Alors, on ne veut pas nécessairement se rappeler de ça très longtemps. On a d'autres fonctionnalités en plus. On a la notion, par exemple, de classer classer les résultats par rang. Quand on fait un calcul de base, ça nous donne des quantités. Par exemple, on va dire, regardez, cette personne-là a 27 points pour le sport, 12 points pour l'économie. Des fois, on veut un classement plus approprié que ça. On veut, par exemple, une distribution en rang. On pourrait être intéressé à dire, par exemple, je vais avoir mon top 20%, le 20% suivant. Dans le fond, pour avoir un numéro de rang, je suis intéressé par les gens qui sont dans mes 10% meilleurs cliqueurs, par exemple, ou 10% plus intéressés à tel type de produit pour prendre certaines décisions. On peut aussi faire une distribution arbitraire. On peut choisir, par exemple, que les gens qui ont jusqu'à 10 points, ce sont des gens qui sont classés, par exemple, bronze, alors que les gens qui ont jusqu'à 50 points sont classés argent, et les gens qui ont plus de points que ça sont classés or. Donc, on peut prendre des classifications comme ça. Et là, à ce moment-là, les résultats de cet indicateur-là vont être vraiment les étiquettes bronze, argent, or que vous allez pouvoir prendre ensuite pour faire des groupes du classement, du triage, faire des conditions, dire je suis intéressé, par exemple, à mes clients de type or face à tel type de produit. Alors, ça donne un paquet de flexibilité, dans le fond, comme ça, pour pouvoir prendre toutes sortes de décisions. Quand ces indicateurs-là sont créés,
ils font à partir de ce moment-là partie du profil. Alors, si on va voir, par exemple, un contact, vous allez le voir dans leur fiche de profil, vous allez voir immédiatement les valeurs des indicateurs pour ces gens-là. Vous allez savoir que par rapport à tel indicateur, la personne a telle valeur, tel score. Vous allez aussi avoir la capacité dans les groupes, quand vous faites des groupes, vous avez aussi maintenant des options qui s'ajoutent à ça pour pouvoir dire, bien, on veut faire un groupe sur les indicateurs. Et là, les groupes sont basés sur le design de l'indicateur. Donc, pour cet indicateur-ci, par exemple, bien, on pourrait dire, je veux faire un groupe pour les gens qui sont intéressés au hockey puis qui sont dans le rang argent pour le hockey. Ça vous permet de cibler. Et évidemment, vous pouvez prendre tout ça dans un message pour faire des conditions, pour faire du réordonnage et ainsi de suite de vos contenus dans un message. Donc ça, c'est le volet au niveau des indicateurs. Ces indicateurs-là génèrent des données qui se ramassent eux-mêmes dans des tables relationnelles, donc qui s'utilisent eux aussi dans des requêtes, dans des groupes et dans votre contenu dynamique. Le système de table relationnelle, là, évidemment, on passe un petit peu vite sur ça parce que c'est dans le 10 minutes un peu qu'on va évaluer à ça, c'est difficile de vraiment passer en détail, mais ensuite, le système vous permet de créer des requêtes qui vont vraiment connecter pour un cas précis les données de la façon que vous voulez. Ensuite, ça revient dans votre message et dans votre message, vous ajoutez la requête au message. La requête va vous fournir de base tout le code nécessaire pour y accéder. Et une fois, dans le fond, que vous avez fait ça, dans le fond, vous pouvez partir du code ici et créer votre message dynamique à partir de ça. Évidemment, ici, c'est des choses sur lesquelles, typiquement, c'est nous qui vous aidons à faire ça, dans le sens qu'on design ensemble une façon de produire votre contenu et notre équipe ici vous produit le bon code, les bonnes mécaniques. Le gros avantage aussi pour vous, c'est que cette mécanique-là peut être aussi complètement mariée aux mécaniques de contenu dynamique. C'est-à-dire qu'on peut vous faire un message que vos gens vont pouvoir manipuler dans le cas de drag and drop en changeant seulement certaines régions, certaines zones, mais qui va avoir des parties du message qui sont construites dynamiquement comme ça. Alors, imaginez, par exemple, une infolette où vous avez des produits recommandés que vous voulez afficher en bas et vous voulez que les produits recommandés dépendent du profil, mais que le reste de votre infolette est complètement construit à la main par vos gens. Mais c'est tout à fait faisable. Ça se marie sans aucun problème. Alors, à ce moment-là, on peut vous faire un modèle drag and drop, mais qui intègre un paquet de composantes de ce genre-là qui sont prédéfinies et qui vont automatiquement être personnalisées, qui vont automatiquement personnaliser ces parties de vos messages pour chacun de vos contacts. Alors ici, c'est vraiment plus un survol rapide pour vous mettre en contact avec l'idée, le genre de choses qui peuvent être faites là-dedans. Puis pour vous aviser de ça, évidemment, contactez-nous si vous avez des intérêts à ce genre de message-là. On va pouvoir aller plus loin et regarder ce qui est possible dans votre situation à vous particulière. Je repasse la parole à Pascal. Peut-être au niveau, on a parlé rapidement au niveau des tables relationnelles. Les tables relationnelles, puis Pascal a abordé aussi l'outil de conversion. Les tables relationnelles qu'on utilise, dans le fond, ces tables-là peuvent emmagasiner l'information. Là, on avait des exemples de scoring, mais ça peut être vos transactions, ça peut être vos demandes d'information. Lorsqu'on veut créer un profil client centralisé, on a l'information du contact et chacune des tables relationnelles peut avoir une ou plusieurs entrées. Donc, on pourrait avoir un profil client centralisé avec toutes les transactions que cette personne-là a fait, tous les visites au site web que cette personne-là a fait, toutes les demandes d'informations. Donc, tout ce que vous avez, vous pouvez, à ce moment-là, chacune des tables peut être créée. C'est un outil, dans le fond, qui est disponible, si je me souviens bien, si vous n'avez pas accès, parce que les tables relationnelles, vous y avez accès à partir du menu de configuration. Si vous n'y avez pas accès, vous pouvez communiquer avec votre gestionnaire de projet. Au niveau des outils de scoring, de ce que Pascal vous a présenté pour faire les scorings, c'est une interface qui est interne seulement, c'est-à-dire que c'est pas, on vous présente comment nous on les fait, mais c'est pas quelque chose auquel vous avez accès pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut comprendre un petit peu la structure des bases de données en arrière. Donc, présentement, si vous avez un projet, c'est vraiment nous qui allons identifier, qui allons monter les scores ou les indicateurs. On en a des indicateurs de base qui peuvent être créés très rapidement, qui seraient des indicateurs, par exemple, c'est quoi mon niveau d'engagement avec la marque de mes gens. Donc, par exemple, je pourrais dire, j'envoie un message par mois. Ceux qui, dans la dernière année, ont ouvert 12 messages, c'est ceux qui sont qui ont un engagement hors. Ceux qui en ont ouvert 6, c'est des engagements. C'est des choses qui sont super faciles à mettre en place pour nous. Vous nous appelez, il y a une licence annuelle à payer. Puis, par la suite, vous allez pouvoir faire des campagnes de réengagement. Vous allez pouvoir utiliser ça pour aller chercher vos statistiques également. J'ai une question. Puis-je changer mes indicateurs à partir de mon ERP et les lier au profil pour par la suite dynamiser le message? À partir...
Je comprends pas trop. Est-ce que Pascal, tu comprends? Oui, la réponse à ça, c'est que si vous avez des indicateurs, des mesures que vous faites dans vos propres systèmes de votre côté, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez prendre ces mesures-là, les importer dans les tables relationnelles. Vous créez les tables dans notre système pour accueillir vos données associées au contact. Vous les importez. À ce moment-là, elles sont disponibles directement pour personnaliser vos messages. C'est-à-dire que pour faire du profilage de ce genre-là, ce n'est pas nécessaire que ce soit nos systèmes qui le fassent. C'est un service qu'on vous offre, mais si vous faites le calcul de votre côté, on peut simplement recevoir les données dans nos tables et s'en servir pour personnaliser dynamiquement les contenus. C'est tout pour moi. OK, c'était notre deuxième volet, les messages dynamiques. Maintenant, notre prochain volet, c'est le e-commerce. Ce que je vous montre ici, c'est dans le fond la capacité de connecter. Quand on parle de e-commerce, en réalité, ça s'adresse fondamentalement aux sites de commerce électronique. Vous avez des envois que vous faites qui lancent des promotions, qui font des call to action, qui invitent les gens à venir acheter des produits chez vous. Votre intérêt, évidemment, c'est de mesurer dans le fond la réponse que vous avez. Excusez-moi, je navigue un petit peu en même temps. C'est de mesurer la réponse que vous avez de vos clients face à ces offres et face à ces promotions-là. Alors, on a mis un système, on a créé un système qui vous permet d'intégrer OpenField Contact à différents systèmes e-commerce, donc Google Analytics, de rapatrier l'information dans nos systèmes pour générer des rapports. Le premier rapport que vous allez voir, dans le fond, c'est que lorsque vous faites une campagne, lorsque vous faites un envoi, le système va tout simplement associer les transactions qui découlent de l'envoi à l'envoi. Et notre système va tout simplement être capable de vous dire, regardez, voici, pour cet envoi-là, cette promotion-là particulière que vous avez fait, mais vous avez eu un ROI de tel montant d'argent, tel nombre de transactions, telle moyenne d'argent par transaction. Ça se fait de façon transparente, dans le sens que l'information est capturée par nos systèmes et vous sert à présenter des rapports. Le deuxième volet, c'est que globalement, au-delà de juste un envoi ou juste une campagne, mais le système vous permet aussi d'aller chercher certains rapports généraux par rapport à tout votre système e-commerce qui est associé à notre système, à nos envois. Donc, on va être capable, par exemple, de voir l'évolution des revenus au fil du temps suite à des envois, la moyenne en montant de transactions, le nombre de transactions par période. Tous ces rapports-là, ensuite, vous pouvez naviguer dans ces rapports-là pour aller chercher des versions plus spécialisées pour les raffiner. Par exemple, on peut prendre un rapport en particulier, faire du drill down dans ça, le segmenter par exemple par type de produit, par catégorie de produits ou ainsi de suite. Donc, vous voyez mes données ici sont un petit peu test dans ce scénario-là, c'est pas mal tout égal. Là. Mais dans le fond, vous pouvez prendre tout ça, segmenter ça, creuser ça dans ça. Ces données-là, ces données de e-commerce-là, sont stockées elles aussi dans des tables relationnelles qui sont dédiées à ce processus-là. Alors, les données deviennent complètement disponibles ensuite dans tout le reste, dans toutes nos mécaniques de requête, de contenu dynamique, de scoring. Vous pouvez prendre ça ensuite et ça fait juste partie du profil parce que les données sont associées à un contact précis, donc les transactions sont associées au contact. Alors, vous êtes capable ensuite de cibler des contacts qui ont fait des transactions pour tel type de produit, qui ont telle moyenne de transactions, qui ont telle fréquence de transactions, qui ont telle récurrence. La mise en place de ce système-là, elle est vraiment très, très simple. Ça fait partie du système e-commerce. C'est un module, ça fait partie du système de table relationnelle. C'est un module e-commerce qui, un, crée une série de tables relationnelles pour stocker l'information et qui, deux, vous fournit des outils pour ramener les données dans le système. Alors, à la base, ça se configure très simple. On active le module, c'est à on, c'est réglé. On choisit une coupe d'options, en fait, tout simplement la devise pour être certain que les rapports se présentent d'une façon appropriée pour vous. Et ensuite, il vous reste à importer des données là-dedans. De quelle façon les données reviennent dans le système? La façon la plus simple, normalement, si vous avez un site de commerce électronique, on dirait que 9 sites de commerce électronique sur 10 ont probablement Google Analytics, le module e-commerce installé. Alors, c'est aussi simple que de cliquer sur ce bouton-là, faire l'activation du module Google Analytics. Google va vous afficher une page qui vous demande de donner l'autorisation à Dialog Insight de consulter vos données. Puis là, ça vous donne certaines options pour choisir quelles données on a le droit de consulter. Vous faites save et c'est fini. C'est tout ce que vous avez à faire. Le module va automatiquement, ajouter les paramètres nécessaires qui vont être envoyés à Google quand les gens cliquent sur des liens pour que Google connaisse d'où vient la visite et savoir à quoi l'associer. Google va capturer l'information, capturer les transactions, capturer les montants et tout ça. Et notre système va à tous les jours, la nuit, aller chercher de Google toutes les transactions de la veille et ramener ça dans les tables de données e-commerce pour s'en servir, pour produire vos rapports, pour produire vos ROI. Alors, c'est aussi simple que ça. Si votre site de commerce électronique a déjà Google e-commerce, 2-3 clics de bouton, paf, vous êtes actif, puis tout le reste se fait
en arrière-scène de façon transparente. Si vous n'avez pas une intégration avec Google Analytics et que vous n'avez pas l'intention d'en mettre une, mais vous avez tout simplement la capacité aussi de capturer l'information vous-même pour nous l'envoyer. Dans ce contexte-là, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte des paramètres qui sont envoyés à votre site de commerce électronique et vous, de votre côté, à ce moment-là, vous devez capturer cette information-là. Dans le fond, c'est un identifiant, une clé qu'on vous envoie à chaque clic et vous devez simplement associer la transaction dans vos bases de données à cet identifiant-là. Puis ensuite, quand vous nous réenvoyez le log des transactions qui ont été faites associées à ces identifiants-là, dans le fond, le système fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire distribue ça dans les bonnes tables et associe ça aux bons enregistrements pour que vos rapports puissent se produire. Alors, Google, 2-3 clics. Si vous n'avez pas Google en place, à ce moment-là, il y a un petit peu plus de travaux à faire, mais c'est encore aussi très, très simple. Dans le fond, c'est aussi simple que capturer une variable et évidemment extraire l'information pour nous l'envoyer. Ça vous donne à la base, présentement, ça vous donne certains rapports, donc vous avez certains rapports de base, on a beaucoup d'autres rapports qui vont s'ajouter à ça, beaucoup d'autres fonctionnalités, beaucoup d'autres options de grouping, des intégrations plus directes au scoring et tout ça, mais dans le fond, en gros, ce que ça fait, c'est que ça alimente votre profil de plus, de l'information de plus, donc des mesures ROI et des meilleurs outils pour prendre des décisions face à vos contacts. Un petit survol rapide, c'est une petite option facile, mais dans le fond, c'est un début sur laquelle va s'ajouter beaucoup de matériel aussi dans les mois à venir. Pascal, est-ce qu'on a des questions sur ce sujet-là? Moi, non, je n'ai pas reçu de questions à ce sujet-là, donc tu peux passer au point suivant. OK. Notre point suivant, c'est notre nouveau module de Marketing Automation. On a créé un nouveau module, excusez-moi, je suis d'être au bon endroit. Donc, on a créé un nouveau module qui vous permet de faire des campagnes de marketing automatisé. Le marketing automatisé, dans le fond, ça répond à un besoin de construire des scénarios qui vont vous permettre de faire une série d'actions dans le temps face à vos contacts. Le meilleur exemple, comment je peux vous définir ça le plus facilement, c'est vous montrer le cas le plus commun qui revient pour presque tous nos clients, c'est le concept d'un scénario, d'un processus de bienvenue. Dans un scénario, par exemple, dans le scénario qu'on regarde ici, imaginez un scénario où vous avez des nouveaux contacts, des nouveaux membres qui s'ajoutent à vos bases de données. Et ces nouveaux membres-là, dans le fond, vous voulez les accueillir d'une façon particulière. Dans votre situation, par exemple, votre premier intérêt, c'est de, leur envoyer un message de bienvenue, c'est-à-dire leur envoyer l'information nécessaire, l'ouverture de compte, peut-être une confirmation, double opt-in et ainsi de suite. Mais ensuite de ça, évidemment, quand vous avez saisi votre profil initial, vous l'avez peut-être saisi avec de l'information limitée. Par exemple, quelqu'un a peut-être fait une transaction sur votre site en fournissant seulement nom, prénom, email, un petit peu d'informations, peut-être un formulaire d'abonnement via un concours ou des choses comme ça, qui a de l'information aussi très limitée. Alors, vous voulez aussi, en plus de ça, faire, dans le fond, une augmentation, faire une capture progressive du profil en allant chercher plus d'informations. Alors, mon exemple de scénario ici, par exemple, c'est un scénario où, lors du lancement, la personne va recevoir un message de bienvenue. Notre objectif, ensuite de ça, dans ce message, ça va être d'inciter la personne à venir passer par notre processus de profilage. Alors, la personne va avoir un lien qui va l'inviter à venir compléter son profil, va passer par une série de questions, puis idéalement nous alimenter, augmenter la connaissance qu'on a sur la personne. Là, ce qu'on veut faire ici, c'est tout simplement, après, dans notre exemple ici, ce qu'on va faire, c'est attendre quelques jours. Donc, dans mon exemple ici, j'envoie un premier appel après 5 jours. Alors, dans 5 jours, à 9h30 le matin, pour contrôler nos heures d'envoi, on va faire un test. On va regarder est-ce que le profil de la personne est complet ou pas. Si la personne a déjà complété son profil, a déjà atteint mes objectifs, dans le fond, moi, c'est parfait pour moi. Ça s'arrête là. J'avais quand même promis à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je lui envoie un petit cadeau, par exemple, un coupon rabais de 15% ou quelque chose comme ça. On envoie un autre email pour dire, regardez, merci, voici un coupon rabais, venez en magasin, et ainsi de suite, un petit incitatif, et notre scénario prend fin, c'est un succès. Par contre, ça se peut très bien que mes gens n'aient pas complété leur profil. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais envoyer un rappel. Le système, donc, à tous les gens qui n'auront pas complété le profil vont recevoir le rappel. Et après avoir envoyé le rappel, encore une fois, évidemment, avec les mêmes incitatifs dans le message, là, je vais attendre un autre 5 jours. Cette fois-ci, je vais l'envoyer, par exemple, à 13h30 pour être certain, par exemple, de dire que si la personne ne l'avait pas vu la première fois parce qu'elle ne prend pas ses emails le matin ou s'était pris dans une inondation de ses emails au bureau, mais on l'envoie l'après-midi, donc on a ça des heures différentes. Et ici, dans le fond, encore une fois, je fais mon même test. Est-ce que le profil est complet? Oui. On envoie encore le même coupon rabais, mon scénario prend fin. Là, ici, évidemment, on pourrait continuer. On pourrait continuer à faire des rappels. Un exemple de choses qu'on voudrait faire ici. Là, je vais sortir mes outils d'édition, de configuration. Un exemple de choses que je voudrais faire ici, c'est dire, moi, c'est un profil très important. Par exemple, parce que c'est des gens, c'est des membres, par exemple, qui doivent absolument me fournir cette information-là. Je ne l'ai pas encore, c'est essentiel. Mais ce que je peux faire ici, c'est que je peux configurer un export de contact. Alors, je vais prendre ma note d'export de contact, je vais l'amener ici, je vais la placer là.
Puis mon export de contact, on va configurer par exemple la destination sur quel serveur je vais l'envoyer, quelques options de filtrage et tout ça. Puis dans le fond, ce qui va se passer, c'est que j'envoie les contacts dans un fichier qui va être transmis à mon équipe, par exemple à mon call center pour faire du télémarketing, pour les appeler, pour obtenir l'information. C'est un exemple. Un autre exemple, évidemment, si je voulais continuer à faire un rappel, si je voulais continuer à faire des rappels, c'est aussi simple que de dire, mais regardez, on amène une note d'envoi de message, on utilise un message existant ou on crée un nouveau message pour ce scénario-là, j'ajoute mon message, puis là, je dis, OK, je fais ça, puis mon scénario est terminé ici. Donc, mon scénario est complet. On a des options. Les options qu'on a présentement dans le scénario, les actions qui sont posables, c'est 1, à la base, l'envoi de message. 2, l'extraction de contacts. Donc, comme on voyait, les contacts qui sont ciblés ici, on les extrait, on produit une liste, un fichier CSV, on l'envoie sur un serveur. La troisième option, mise à jour de profil, c'est une option plus rare, mais par exemple, vous pourriez arriver ici que dans telle décision, vous voudriez mettre un flag dans la fiche contact pour dire, mais regardez, quelqu'un s'en occupera plus tard, mais on pourrait simplement faire une mise à jour des profils de ces contacts-là. Il y a d'autres options d'action qui vont s'ajouter sous peu. Un premier exemple, par exemple, qui est prévu pour plus tard dans l'été, c'est l'envoi de SMS. C'est peut-être une petite primeur que je annonce là, mais nos systèmes vont commencer dans les prochains mois à pouvoir transmettre des SMS pour des situations opérationnelles de ce genre-là dans des processus automatisés comme ça. Alors, vous allez pouvoir dire, mais regardez, les gens qui arrivent ici, on leur envoie un SMS pour s'assurer qu'ils reçoivent notre information. On a ensuite de ça, le scénario, ensuite on a certaines fonctions d'aiguillage. Vous avez vu par exemple ici des conditions simples sur le profil, comme on fait des conditions normalement dans nos messages, dans nos outils ou dans nos groupes. On a certaines conditions prédéfinies, la capacité évidemment par exemple de cibler, de séparer selon les contacts qui matchent un groupe qui a déjà été défini. Puis on a aussi certaines options, par exemple, suite à l'envoi d'un message, on peut dire, mais regarde, on envoie un message, puis 2-3 jours après, on peut tester directement si le message a été livré, ouvert, cliqué, si on a des gens qui sont des abonnés ou si on a des gens qui ont fait des plaintes pourriels. Alors, on a certains outils de mesure. Puis ensuite de ça, la fin des scénarios, pour vous, c'est simplement une façon de juger, de dire si pour vous, le scénario à ce stade-là, ça se résulte dans un succès ou un échec. C'est juste pour c'est plus pour du profilage plus tard, ça n'a pas vraiment de sens fonctionnel dans le scénario. On a fait notre scénario. On a défini ce qu'on voulait qu'il se passe. Évidemment, il nous reste quand même quelque chose d'assez important à faire. À qui on l'envoie? Qui va recevoir ce message de bienvenue-là, puis quand? Donc, il nous reste à déterminer, dans le fond, le type de scénario. Comment est-ce que ce scénario-là va se lancer? Notre scénario peut se lancer de différentes façons. Un exemple ici, évidemment, c'est qu'on peut avoir un scénario qui est fait pour être un lancement manuel. Un lancement manuel, c'est-à-dire quelqu'un vient ici et commence l'envoi, un peu comme vous faites un envoi de message normalement. On a aussi un scénario qui peut être lancé de façon récurrente. Imaginez par exemple que vous avez toutes sortes de sources de contacts et vous voulez que votre processus de bienvenue, ça commence une fois par semaine, les lundis matins. Alors vous pouvez décider d'un horaire quotidien à tous les jours à telle heure précise. J'en profite pour vous mentionner ici maintenant que dans la majorité de nos nouveaux systèmes, ça va s'étendre dans des plus anciens, dans nos systèmes précédents aussi bientôt. On présente toujours des options de time zone, c'est-à-dire que quand vous faites des horaires, quand vous faites des entrées, vous avez des dates et heures à entrer, on le fait avec un time zone, ce qui va faciliter beaucoup l'utilisation par nos amis qui sont plus en Europe ou plus loin, ou les gens qui au Canada travaillent aussi dans l'Ouest et ainsi de suite. Donc ça vous permet de mieux gérer vos horaires, de mieux reconnaître les heures que vous avez placées ici. Et notre autre exemple, un autre choix possible, imaginez par exemple justement que vos contacts s'ajoutent à votre base de données simplement par une mécanique d'import, par exemple, qui se fasse de façon quotidienne ou hebdomadaire, automatisée ou à la main. Mais on peut simplement dire, par exemple, que dès qu'un import est fait, qui crée des contacts, on lance ce scénario-là, ces contacts-là. Vous pouvez choisir de cibler tous les contacts qui ont été importés ou, dans notre code bienvenue, c'est par exemple seulement les contacts qui ont été ajoutés manuellement. Puis vous pourriez aussi dire, par exemple, si c'est un scénario spécifique qui vise seulement vos nouveaux contacts, mais qui sont des membres seulement, par exemple, mais vous pourriez aussi rajouter des critères pour dire seulement les contacts qui ont été importés puis qui répondent à tel ou tel critère puis qui ont été ajoutés par l'import vont être ciblés. Alors, vous avez toujours des options de ce style-là pour lancer votre scénario. Une fois que votre scénario est fait, on l'active et dans le fond, il va fonctionner selon si c'est sur un horaire récurrent, mais il va rouler à tous les jours. Évidemment, vous comprenez ici, par exemple, que je crée un scénario qui est fait pour rouler pendant 10 jours. Si c'est un scénario qui est fait pour s'exécuter, si je le configure pour s'exécuter après tous les imports et que j'ai un import quotidien, ça veut dire qu'en tout temps, j'ai potentiellement genre une dizaine de copies différentes de ce scénario-là qui sont en train de s'exécuter. Alors, votre scénario vous offre un journal d'exécution qui liste toutes les itérations dans le fond du scénario qui ont été lancées, à quelle date ils ont été lancées, à quelle date ils ont pris fin ou pas, le nombre de contacts visés, puis les types, dans le fond, comment les contacts se sont terminés. Puis vous êtes capable aussi d'aller voir un scénario particulier puis d'aller consulter
d'aller consulter le processus exact de ce scénario-là. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on vous dessine une version du scénario qui vous montre, dans le fond, le nombre de contacts qui ont été injectés dans le scénario, le nombre de contacts qui ont reçu les messages. Ici, on voit qu'on a, par exemple, certaines quantités qui ont été rejetées parce qu'ils n'étaient pas éligibles à recevoir des messages, qui a passé dans quelle branche, dans quelles conditions, puis de façon générale, comment le scénario s'est terminé pour ces gens-là. Toute cette information-là aussi fait à vie partie des historiques des contacts. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais dans ma base de données de contacts, que je me prends un contact au hasard et que je vais consulter son historique, on a maintenant une section après les messages qui est le marketing automatisé. Alors, dans le marketing automatisé, ce que vous allez voir, c'est tous les scénarios par lesquels cette personne-là est passée, le résultat atteint pour ce scénario-là, et vous avez aussi la capacité de vraiment consulter cette personne-là face à ce scénario-là. Regardez, cette personne-là ici a passé dans ces branches-là du scénario, donc a atteint tel résultat. Alors, vous avez un historique complet accessible dans tout temps de toutes ces données-là. Puis, étant donné que les scénarios peuvent être un petit peu plus complexes, on vous cache les sections qui n'ont pas été visitées par cette personne-là pour que ça vous fasse un affichage le plus explicite possible pour la personne. Les données que ça génère font partie du profil, sont mesurables, font partie de règles qui peuvent être utilisées dans des groupes pour faire des règles d'envoi, font partie de règles qui peuvent éventuellement être utilisées pour faire du profilage, du scoring, des messages dynamiques. Donc, encore une fois, c'est encore une fois de l'information qui s'ajoute au profil des gens. C'est-à-dire le processus même du scénario et non seulement la nouvelle information évidemment qu'on acquit en exécutant le scénario. Encore une fois, un survol rapide. Pascal, est-ce qu'on a des questions sur le sujet ici? On n'a pas de questions. Dans le fond, présentement, il est en test. Il va être mis en ligne, finalisé en bêta à quel moment? La semaine prochaine. OK. Et il y avait une autre chose, on a présenté un processus de campagne de bienvenue, mais ce pourrait aussi être comment je pourrais dire, une séquence de messages. Souvent, quand on fait des messages, surtout peut-être dans le contexte de business to business, quand on fait une personne s'inscrit ou on reçoit un abonnement, on veut pouvoir mettre en place une séquence de X messages, par exemple 4 messages, dire dès que la personne s'inscrit, on lui envoie le message de bienvenue, mais après ça, on lui envoie l'information sur notre expertise. Après ça, on va lui envoyer une description de notre équipe. Après ça, on va lui envoyer d'autres façons de communiquer avec nous, nos médias sociaux, puis tout ça. Donc, ça peut être aussi des mécanismes qui sont faits à partir de ça. Et l'autre point aussi, c'est que là, on présente que dès le départ, on fait un courriel et il y a un scénario qui y va, mais on peut dès le départ avoir une condition, n'est-ce pas, Pascal? Bien sûr, laissez-moi tout effacer. Je suis en train de dessiner ce que tu disais en même temps, donc on peut commencer effectivement directement par les conditions. Donc, on peut partir des gens, puis on pourrait donc un exemple facile, justement, mon exemple tout à l'heure, membre versus non-membre, on peut leur les partir dans 2 branches différentes du scénario, par exemple. Exact. Donc, ce qui fait qu'on pourrait avoir des messages de bienvenue ou des messages séquentiels qui seraient différents selon ce qu'on connaît du client. Alors est-ce que j'ai des questions? Puis éventuellement, vous pouvez par exemple altérer les séquences en fonction de, c'est-à-dire que vous pouvez dire si les personnes ont pris telle ou telle action ou ont fait tel geste, ben vous pouvez aussi altérer les séquences en fonction de ça. Parfait. Et bon, tu parlais justement des conditions suite aux envois qui sont déjà faits. Puis, je pense que tu as pas mal fait le tour. C'est un tour rapide, mais on va lancer la semaine prochaine et on pourra, s'il y a certains d'entre vous qui est intéressés à voir cet outil, on pourra voir avec vous pour faire une présentation plus détaillée de cet outil-là. Il nous reste un autre module à vous présenter qui est notre module de processus d'affaires. Le module de processus d'affaires, c'est un peu comme le scoring, c'est un module qui est... excusez-moi, je viens de me fermer. On recommence. Le module de processus d'affaires, dans le fond, est un module qui est interne à Dialogue Insight aussi. C'est un module qui nous permet de vous faire des processus d'affaires très sophistiqués. Je vais vous donner un exemple. On va partir avec un exemple. Ça va être la façon la plus simple d'illustrer ce que c'est. L'outil en partant, mon exemple ici. Je pense qu'en partant, juste dire que c'est quelque chose qui est réservé à l'interne. Je ne cherchais pas à avoir accès à cet outil-là. C'est un outil qui est réservé actuellement à l'interne. Le mois passé, par exemple, on a participé à une exposition commerciale au DX3 à Toronto. Lors de cette exposition-là, nous voulions avoir sur une tablette, sur des tablettes en fait dans notre kiosque, la capacité aux gens de participer à un petit concours. Alors, le concours, je vais vous le montrer tout de suite dans le fond, c'est un concours dans le fond où les gens complétaient un formulaire, potentiellement s'abonnaient et ainsi de suite, et avaient la chance de gagner un iPad mini.
le formulaire lui-même est un formulaire d'abonnement classique où j'ai certaines options, je donne certains intérêts et j'ai la possibilité, évidemment, idéalement, de m'inscrire aux communications de Dialogue Insight. Alors, je complète le formulaire, je le soumets. Après l'avoir soumis, j'ai un petit jeu ici. On spin, si jamais on écrit win, on gagne 5 piastres Tim Hortons. J'ai pas gagné à date. Et quand je passe à la suite, c'est réglé, ça me dit, oups, là on est déjà inscrit. Je me serais probablement fait dire merci de vous être inscrit. Mais qu'est-ce qui se passe en arrière-scène ici? Évidemment, c'est un petit peu plus complexe que juste un formulaire puis du JavaScript qui spin. Ce que j'ai, c'est un processus ici qui, présente un formulaire. Après avoir présenté le formulaire dans les bonnes conditions, c'est-à-dire en sachant si on a passé par la version qui entre normale avec le jeu ou la version qui demande d'entrer sans le jeu, qui va présenter le jeu. Après que le jeu soit fait, qui va inscrire la participation à notre concours pour gagner justement potentiellement le iPad. Qui, suite à ça, première des choses, va valider, est-ce qu'on connaît déjà cette personne-là dans la database de Dialogue Insight? Si la personne, on ne la connaît pas et qu'elle veut s'inscrire à nos processus, qu'elle nous a demandé de s'inscrire à nos communications, on va l'ajouter dans le Dialogue Insight. Si on la connaît déjà, on va mettre à jour son profil existant en ajoutant les nouvelles informations qu'on a connues. Puis ensuite de ça, on lui envoie un message de confirmation et on lui affiche une page de succès. Ou tout à l'heure, justement, j'ai eu le droit à la malheureuse page de doublon. Donc, du point de vue de l'utilisateur, j'ai simplement rempli un formulaire, pris une coupe d'options, fait next. Mais en arrière-scène, nous, ça n'a pas juste stocké dans une liste, ça n'a pas juste dit, voici les données qu'on a reçues. Ce qui s'est passé dans le fond, c'est que oui, on a stocké ça dans notre base de données pour la participation au concours, mais on a aussi intégré automatiquement nos bases de données, ajuster les préférences dans nos bases de données de contact si c'est quelqu'un qu'on connaissait déjà, ajouter des abonnements pour les communications que la personne veut recevoir, transmis évidemment le message de confirmation. Donc, toute cette opération-là s'est faite de façon automatique. Au lieu, par exemple, d'avoir besoin d'avoir quelqu'un qui, à la fin du concours, ou une fois par jour, quelque chose comme ça, vient exporter la liste, regarde ceux qui voulaient être abonnés, les ajoute, puis regarde s'il faut faire un import pour ajouter des contacts, pour en modifier, pour ajouter des abonnements, changer des choses, puis faire un envoi à main des messages de confirmation. Tout ça s'est fait automatique. Ce genre de processus-là, dans le fond, comme Pascal disait, c'est un outil interne. Ça nous donne beaucoup de fonctionnalités. Le but premier de ça, dans le fond, pour nous, ça a été d'accélérer énormément la vitesse à laquelle on peut vous produire des processus très complexes. Notre estimé, dans le fond, est que travailler avec ça pour notre équipe de service, ça permet de faire environ 2 fois plus vite, par exemple, un processus de ce genre-là que s'il faisait, par exemple, en PHP, en intégration pure. Alors, s'il part des fichiers PHP pour faire l'intégration formulaire et tout ça, on sauve à peu près 2 fois le temps. Puis ça a aussi un avantage secondaire très intéressant, c'est qu'une page PHP sur le serveur d'hébergement d'un client, ça ne peut pas avoir accès directement à nos bases de données, à moins que quelqu'un rajoute par-dessus de la programmation, d'appel de service web, des choses comme ça. Alors, ça permet à même un processus de faire des opérations database, c'est-à-dire de consulter de l'information, d'en ajouter, d'en modifier, d'en effacer, et ainsi de suite. Donc, ça a vraiment beaucoup de flexibilité de plus qu'un processus développé à part ne fait pas. Et en plus de ça, ça nous permet de les développer plus rapidement. Alors évidemment, ça accélère de beaucoup la vitesse à laquelle on peut vous produire des processus complexes, des concours, des trucs de ce genre-là. J'ai certains exemples. Bon, j'ai cet exemple-là qui est un petit processus simple à vous montrer, que je vous montrer ici. Ça peut servir à faire toutes sortes de choses. Un exemple, par exemple, on a des clients qui servent de ça pour faire des systèmes de concours comme ça, la création de concours, puis la participation à leur concours. On a fait des pools de football, par exemple, avec des systèmes de gestion de prédiction, et ainsi de suite. Ça peut servir, évidemment, si on veut faire un processus de profilage progressif, un formulaire en plusieurs étapes qui demande un peu plus d'informations, mais qui va capturer dans la base de données à mesure, étape en étape, toute l'information fournie par les gens. Donc, on peut faire un processus en plusieurs étapes pour ça ici. Ça nous a servi aussi, par exemple, à faire des calendriers de gestion d'activité. On a certains clients qui gèrent leurs inscriptions à leurs activités publiques, c'est-à-dire le listing, les calendriers, les listes d'activités, les formulaires d'inscription, la gestion des places disponibles, des rappels et tout ça, à partir de des processus qui ont été designés là-dedans. Alors, ça a beaucoup d'avantages comme ça. Avantage majeur, donc, couper le temps de production, ajouter des options que des processus externes ne peuvent pas faire sans beaucoup de programmation. Ça vous permet aussi, par exemple, ça nous permet aussi, par exemple, ça c'est ce qu'on regardait ici, c'est un processus interactif. On peut aussi faire des processus non interactifs qui sont faits pour être utilisés de machine à machine. Je vous parlais de web service il y a un moment, puis on a une grosse librairie de web service qui est disponible pour faire des web services standards, mais ces processus-là peuvent aussi être appelés en tant que service web. Donc, on peut construire un service où vous soumettez de l'information, puis toute la logique d'affaires que vous avez besoin qu'il soit faite avec cette information-là va être gérée par ce processus-là directement, dans le fond, dans le schéma du processus ici, pour vous retourner des réponses appropriées, ce qui vous évite pour vous, par exemple, d'avoir à tout programmer cette gestion de vos règles-là
puis de combiner ça avec potentiellement des fois 5, 6 appels différents pour aller, au lieu de dire on va aller chercher de l'information, voir si elle est là, prendre des réactions, faire des updates ou des ajouts, etc. En conséquence, vous nous soumettez l'information, puis toutes les règles d'affaires sont mises dans le processus en un seul appel, toutes vos actions se font. Alors ça nous permet encore une fois, un petit peu de la même façon, de créer des services web sur mesure pour vous, mais à une beaucoup plus grande vitesse que si c'était programmé à la main. Ce qui est aussi possible évidemment dans certaines circonstances, mais dans ce cas-ci, ça nous sauve beaucoup de temps. J'ai plusieurs autres exemples potentiels. Pascal, est-ce que tu as des exemples particuliers que tu aimerais qu'on montre? Non, en fait, moi, ce que je voulais peut-être dire, c'est que ce que ça permet, oui, ça permet d'aller chercher des contacts, de les ajouter à la base de données. Parce que sinon, si on ne fait pas un processus comme ça, les gens qui vont essayer de s'abonner à un concours dans vos projets de profil, on va leur dire vous êtes déjà dans la base de données. Donc, c'est un peu ce à quoi ça sert. C'est aussi à quoi ça peut servir, c'est que ça va aller aider à faire une validation en temps réel. On parlait de validation, ça va servir à faire une validation, par exemple, de codes postaux. La personne nous donne son adresse électronique. On va pouvoir aller valider dans une base de données si le code postal existe, aller même puiser l'information. Donc, même cet outil-là, présentement, tous les formulaires qu'on fait pour nos clients, on réutilise cet outil-là. Aussi, une autre chose un autre avantage qu'on a, c'est que si, par exemple, vous avez des listes, vous avez des formulaires assez complexes dans lesquels vous avez des listes de produits ou des listes bien, cet outil-là va vous permettre de gérer dans une table relationnelle, le même outil que Pascal a présenté tout à l'heure, ces listes de produits-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir seulement à gérer un fichier Excel. Si votre liste de produits change, importez votre fichier Excel et automatiquement, ça va aller mettre à jour ces formats. Donc, il y a plusieurs avantages à avoir cet outil-là. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est comme disait Pascal, c'est que ça a accès directement à la base de données chez nous. Donc, les formulaires doivent être à ce moment-là hébergés chez nous. Mais il y a plusieurs façon de faire ça. Ça peut être soit directement sur une page avec un nom de domaine personnalisé, c'est-à-dire ça pourrait être par exemple inscription.nom de votre compagnie.com. Ça peut être dans un iframe sur votre site web, donc c'est complètement invisible et la personne se retrouve quand même dans votre environnement. Ou bien ça peut être sur une fenêtre div aussi sur votre site web. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, mais l'avantage vraiment, c'est ça. Puis c'est un outil, là, Pascal ne l'a pas montré, mais c'est un outil pour nous qui est drag and drop aussi. Et à chaque fois qu'on clique sur une des options, on a la possibilité d'aller créer des choses. Vous voyez aussi là-dedans qu'on peut créer des sessions. Donc, c'est ici qu'on va gérer quand on a une session, par exemple, justement, un des pools qu'on avait fait pour Rona, mais quand les gens devaient se connecter, pouvaient rajouter des amis, puis tout ça, donc on peut gérer des sessions avec ça. Donc, ça peut gérer des extranets aussi qui va permettre aux gens de s'inscrire. J'ai quelqu'un qui me posait une question par rapport au double opt-in. Double opt-in, ça fait très longtemps, même dans nos anciens formulaires, on avait ça. Donc, effectivement, dans ces processus-là, on peut mettre le double opt-in. Ce qu'il faut peut-être comprendre, parce que c'était beaucoup en lien avec la loi anti-spam, le double opt-in, c'est une bonne façon de le faire, mais c'est pas la seule façon de conserver. Là, on a un centre de consentement qui avait été créé spécifiquement pour ça. Mais effectivement, cet outil-là pourrait permettre d'envoyer un message automatique aux personnes et pouvoir demander la confirmation de double opt-in. Et même avec le processus que Pascal a présenté de marketing automation, de pouvoir faire des rappels si la personne n'a pas confirmé son abonnement pour aller chercher son abonnement. Donc, moi, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont des questions sur la présentation. On est dans nos temps, on est à 5 minutes avant midi. On ne voulait pas dépasser parce qu'on sait qu'il y en a probablement certains d'entre vous qui avaient déjà très faim. Alors, j'ai pas d'autres questions. Peut-être, Pascal, rapidement, j'ai des questions qui n'ont pas nécessairement rapport, mais j'ai une personne qui me demande si on a les fonctionnalités pour prévisualiser les messages envoyés dans différents clients mail. Effectivement, c'est quelque chose qui existe déjà. Chacun de nos clients vous y avez accès lorsque vous faites des tests de messages. Est-ce que, Pascal, tu pourrais... Je ne suis pas sûr dans quel compte, parce que dans nos comptes démo, je ne suis pas sûr qu'est-ce que j'ai d'actif ici. Non, mais dans RSI, je pense que tu peux peut-être l'avoir juste aller dans... On a peut-être un message récent qui a eu des tests de fait, là, ou peut-être le message de remerciement du webinaire qui est déjà prêt. J'imagine que Claudiane l'a peut-être testé. Le système, dans le fond, permet une intégration. C'est ça, c'est pas.
C'est ça, excusez-moi, c'est ça. Le système offre une interaction directe avec le système Litmus. Litmus est un fournisseur externe qui vous permet de prendre un message courriel, de le transmettre automatiquement dans une panoplie de logiciels courriels. Je vais le lancer. Dans le fond, on n'aura pas de résultat rapidement. Dans le fond, quand on lance un test, on voit qu'on a un test en cours. Et ce qui va se passer, dans le fond, ça prend un certain temps, mais le message est transmis ici automatiquement à Litmus. Litmus prend le message, le distribue dans toutes sortes de clients courriels, prend des captures d'écran, nous les retourne et vous les met disponibles. Alors, autrement dit, vous faites un clic, vous attendez que les tests se fassent, que les tests reviennent, et ici, dans le fond, ça va vous donner directement les résultats de tests. Alors, vous allez voir, par exemple, sur les mobiles Android, sur les iPhones, sur les mobiles Windows, vous allez voir, par exemple, dans les webmails, qu'est-ce que ça donne chez Hotmail, chez Yahoo, et ainsi de suite. Vous allez voir ce que ça donne dans Outlook, dans différentes versions d'Outlook, dans différents logiciels courriels. Alors, vous avez toutes les captures d'écran en images que vous pouvez voir, par exemple, qu'est-ce qui se passe pour chaque client email, si c'est affiché, par exemple, avec les images versus sans les images. Donc, vous avez une panoplie ici, ça vous permet de voir ça, puis de faire vos tests, faire vos ajustements et refaire les tests. Litmus est un produit indépendant que vous pouvez de votre côté travailler avec aussi, mais dans le fond, l'intégration dans le système comme ça ici permet que justement, vous faites un message, le système commande le test, récupère les résultats, vous les présente. Alors, dans le fond, à terme, là, dans le fond, ça va vous permettre de faciliter de beaucoup les résultats. Là, évidemment, j'ai pas mes résultats de test, comme on disait, un 10 à 20 minutes en moyenne, alors je pourrais malheureusement pas vous le montrer en temps réel, mais comme je disais, ce que vous avez, c'est une mosaïque qui est classée par mobile et ainsi de suite que vous pouvez naviguer. Puis ce qu'on avait fait, je pense qu'on avait mis des tests disponibles à chacun de nos clients. Donc si vous voulez le tester, vous pouvez le tester. Puis par la suite, c'est des forfaits d'achat que vous pouvez acheter. Ça fonctionne soit en forfait, par exemple, acheter un certain nombre de tests, ou tout simplement un forfait mensuel, genre pour pouvoir faire jusqu'à 100 tests par mois pour un taux X. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous avez la possibilité là, de les envoyer. Nous, on va vous envoyer une invitation pour compléter le sondage avec le lien vers la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec formation@dialogueinsight.com. Et pour ceux qui voulaient communiquer avec notre équipe, vous pouvez soit communiquer directement avec votre directeur de compte ou gestionnaire de projet avec lequel vous travaillez, ou bien vous pouvez communiquer avec notre équipe de support@dialogueinsight.com si vous avez des questions plus spécifiques qui vont pouvoir vous supporter dans l'utilisation d'OpenFit. Alors, sur ce, nous vous souhaitons une très bonne